Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour assister à la conférence de Pierre-Yves Rougeron. Merci Pierre-Yves Rougeron d'être présent ce soir. L'Action française est honorée de vous recevoir sur ce Discord. Et donc ce soir, vous allez nous parler de l'Allemagne et de l'Europe. Donc si vous êtes prêts, nous vous écoutons. Bonsoir mes camarades, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Voilà, je remercie l'Action française de m'avoir sollicité un peu au débeauté et je m'excuse par avance, des problèmes des légers problèmes techniques qui pourraient survenir au cours de cet exposé. L'Allemagne et l'Europe. Alors, on va faire un petit effort de définition, vous et moi, si ça vous convient. L'Allemagne, vous voyez à peu près tout ce que c'est et je reprendrai un des grands germanistes français qui avait écrit très socialisant, qui avait écrit une histoire de l'Allemagne contemporaine en 2 volumes. Et la France a des problèmes, l'Allemagne est un problème. Non qu'elle est un problème à régler, ce qui est un peu le sens de notre conférence de ce soir, mais en réalité l'existence même de l'Allemagne pour les Allemands d'abord pose de très lourdes hypothèques historiques qui d'ailleurs ne sont pas sans lien avec l'agressivité germanique, tant contre nous que contre la quasi-totalité des États européens. Nous en ferons l'appel dans quelques temps. La définition problématique, c'est celle du terme Europe. L'Europe, ça peut être beaucoup de choses. Bon, à vrai dire, pour moi, l'Europe est un non-concept politique. Je m'explique. Soit on parle d'Européens comme on parle de Caucasiens, donc là on est dans la raciologie, je laisse ça pour les gens que ça intéresse. Soit on parle d'unité culturelle, mais si c'est le cas, il faut être, si vous voulez, il ne faut pas faire comme un des théoriciens de la nouvelle droite que j'avais affronté à la cocarde, qui disait les Albanais ne sont pas européens. Ethniquement, ce sont les premiers Européens, les Albanais. C'est le plus vieux peuple d'Europe. Il dit oui, mais ils sont musulmans. Faux. Pour 30%, ils sont chrétiens. Et croyez-moi, l'Albanais chrétien n'est pas moins rugueux, moins problématique d'un point de vue de sécurité intérieure que son beau-frère musulman. Donc, si vous voulez, on ne peut pas, faut avoir, soit il y a une définition et on s'y arrête, soit il n'y en a pas, et donc c'est un non-concept. Si on dit que l'Europe, c'est ceux qui est sortis de l'Église, de la chrétienté, quid de l'affirmation ethnique qui est avant tout la réforme? Si c'est les terres qui ont été hellénisées puis romanisées, alors l'Allemagne ou une large part de l'Allemagne n'en fait pas partie. Voyez? Moi, je prends Europe strictement au seul sens où à titre personnel, je pense que ça a une réalité, qui est le sens strictement géographique. C'est-à-dire l'Allemagne face à nous et face à ce qu'elle appelle l'Europe, qui est, pour que vous ayez une vision géopolitique cohérente, n'oubliez jamais que pour un Allemand, Europe, c'est l'équivalent de Commonwealth pour un Britannique, c'est-à-dire terre de conquête. Qu'on le veuille ou non, et je vais vous le démontrer assez facilement. Nous sommes d'accord, vous et moi, qu'en 1992, l'Allemagne sortait de la réunification et on aurait pu croire que l'Allemagne n'allait pas étaler sa volonté d'écrasement des autres pays européens. Eh bien, bien à tort. Je vais vous rappeler quelque chose qui, c'est très drôle, n'a pas été beaucoup commenté en France à l'époque, mais qui avait beaucoup choqué ailleurs, qui était un entretien dans le magazine Expresso de M. Genscher, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale. En 1992, je dis bien, certains d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, j'étais pas vieux. Il avait donné un entretien et avait d'ailleurs donné une carte de l'Europe. Et dans cette carte, c'était très drôle, il y avait 3 zones dites de prospérité européenne, toutes les 3 centrées sur l'Allemagne. Une région septentrionale qui comprenait des pays baltes jusqu'à la Scandinavie, une région absorbant les Pays-Bas, la Belgique, le nord-est de la France,
et une dernière avec le nord de l'Italie, élargie à la vallée du Rhône, la Suisse, l'Autriche, la Bohême, la Moravie, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, autrement dit les anciennes terres impériales des Habsbourg. 1992. Et n'oubliez jamais ce que Joschka Fischer, ministre Grünen, un des amis de M. Cohn-Bendit, vous savez, le gardien de jardin d'enfants. Cette prédominance qu'on nous a injustement refusée par 2 fois au XXe siècle. Grünen, c'est pas AfD. Apprenez à aimer la droite allemande et surtout la droite radicale allemande. Parce qu'elle vous fera toujours gagner du temps, elle avouera toujours 15 minutes plus vite, ça c'est une expérience de 5 ans au Parlement européen, ses objectifs que les autres. Mais vous voyez, aussitôt la réunification faite, les appétits reviennent. Et justement, nous allons voir, si vous le voulez bien, dans un plan en 2 parties, quels sont ces appétits et ces moyens de conquête principaux, et de l'autre côté, ce que nous, nationalistes, nous devons faire pour aider notre peuple à s'en prémunir. Avant d'attaquer ces 2 points, j'aimerais faire avec vous un point de méthodologie. En géopolitique, ce sont les vieux rêves qui comptent. Et il ne faut jamais laisser tomber les vieux rêves. C'est extrêmement important de garder les visions géopolitiques et les buts géopolitiques de notre peuple. Car justement, l'un des secrets de la puissance allemande, c'est la pérennité de ses objectifs. Quelle que soit l'élite au pouvoir, et le fait, par-delà les alternances politiques, sont souvent des alternances politiques de façade d'ailleurs en Allemagne, de maintenir le cap. Nous n'avons pas ça car nous avons 2 grands problèmes français. Premièrement, nous avons l'ennemi intérieur qui est une part de la bourgeoisie, très clairement. Et deuxièmement, nous avons un complexe national assez récent depuis les années 20 qui est une sorte de volonté d'affection des autres peuples d'Europe et d'autres peuples tout court. C'est-à-dire nous avons un besoin maladif d'être aimés, alors que quand les autres peuples ne nous aiment pas quand nous sommes forts, et nous devons accepter de ne pas être. Ce qui nous conduit souvent à supporter l'insupportable, y compris de pays qui n'ont absolument aucun moyen de nous contraindre, particulièrement de nos proches voisins. Donc n'oubliez pas que c'est le vieux rêve, que c'est l'archaïque qui se maintient en géopolitique. Au fond d'un certain gaullisme, il y a le fait capétien, et au fond de ce que nous devrons faire, il y a un archaïsme qui demande une actualisation de fond. Je ferme le point méthodologique. Quels sont les moyens que l'Allemagne utilise? Les moyens principaux. Je vous dirais qu'il y en a 5. Que nous allons passer en revue si vous le voulez. Et dont nous verrons les forces et les limites. 5, c'est premièrement l'illusion d'un modèle économique allemand. Deuxièmement, la réalité d'un modèle économique allemand qui s'appelle l'euro. Troisièmement, c'est c'est l'illuminisme germanique actuel. Quatrièmement, c'est le sécessionnisme pro-allemand. Et dernier point, c'est ce que j'appellerais la stratégie du peuple lemming. Ce sont pour moi les 5 leviers de conquête que l'Allemagne utilise aujourd'hui. Nous commençons, si vous le voulez bien. L'illusion d'un modèle économique. Alors vous me direz, pour ceux qui ne verraient pas trop qui je suis, qui sont mes équipes, j'ai une légère légitimité à parler de ça, parce que l'un des premiers documents scientifiques en France qui parlait de l'illusion du modèle allemand et que le modèle allemand allait se casser la gueule. Pardonnez ma familiarité, mais nous sommes entre camelots ici. Date de 1992. Qui se raconte de 2012. Et a été fait par le CAPEC, où votre serviteur, officier à l'époque, est signé de la main du président du CAPEC, l'ex-député Jean-Luc Schaffhauser, et de mon ami l'économiste Philippe Murer, qui j'espère viendra vous parler de transition écologique à cette place dans quelques semaines, ou peut-être même in vivo à la F. Vous m'entendez toujours, hein, tout va bien?
Oui, nous vous entendons. Oui, oui, ok. Donc, alors, qu'est-ce que le modèle allemand? C'est ce que Norman Palma, grand économiste, un des grands économistes du camp souverainiste, injustement traité d'ailleurs, avait appelé il y a très tôt, il y a plus de 20 ans, l'interlandisation. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart, ce qu'on appelle Deutsche Qualität, est en réalité, et ce depuis l'époque soviétique, vu qu'une partie de ce qui était soi-disant d'Allemagne dite démocratique, enfin d'Allemagne fédérale, était en réalité faite en Allemagne démocratique. Hein, le mur de Berlin avait bien des trous, croyez-moi. Il s'agit de faire à l'étranger et d'utiliser la croyance dans la force allemande pour faire prendre à la marchandise qui ne sera pas produite, qui sera même, dans bien des cas, même pas assemblée, si elle l'est, en Allemagne. C'est ce qu'on appelle, non le Made in Germany, mais le Made by. En moyenne, ça fait prendre 30% à un matériel ou à une construction qui est polonaise, tchèque, chinoise, thaïlandaise, etc. C'est l'utilisation de l'Interland. D'où le fait que l'Allemagne manipule l'Union européenne pour pouvoir prendre ces anciennes terres d'empire. La grande Mitteleuropa, je vous rappelle que Naumann est un des théoriciens du pan-germanisme. Vous voyez déjà dès le 19e siècle. La Mitteleuropa germanique, très bien. Vous voyez, permanence. Et aujourd'hui, et là, pendant en pleine crise du coronavirus, on continue, c'est l'arrivée des Balkans occidentaux. Et oui, là aussi, terre germanique, ou terre germanisant, ou germanifiable. Bon. Ce que je vais vous démontrer quand nous reverrons l'action de l'Allemagne dans cette zone précisée. Il s'agit donc d'utiliser ces pays à bas coût de main-d'œuvre, de les vider en partie pour remplir l'excédent pour remplir le déficit de naissance allemande. Je vous rappelle qu'il y a 200 000 Allemands depuis 1990 qui passent ad patres sans être compensés. Ce qui est d'ailleurs pas tout à fait quelque chose qui me tirera des chaudes larmes, vous l'imaginez bien. Mais, vous voyez, en réalité, ce n'est souvent pas fait en Allemagne, c'est fait au service des retraités allemands qui sont actionnaires de leurs entreprises. C'est vendu au monde entier alors que c'est un matériel de qualité souvent assez relatif. Je vais vous donner un chiffre. Une Porsche Cayenne, par exemple, est faite à moins de 20% en Allemagne. Et pourtant, Deutsche Qualität. Une large partie des Volkswagen, tout autant. Donc, si vous voulez, si vous voulez, ce mythe germanique a beaucoup joué. Je vais vous donner un exemple. Il a joué, par exemple, dans l'art militaire. Il y a toujours des gens qui vous parlent pour éviter de parler de la manière dont l'armée française a été gouvernée ou de la manière dont la France a pu être trahie, particulièrement en 40, qui vous parlent de l'excellence militaire allemande. L'histoire militaire moderne, incarnée en France par la revue Guerre et Histoire, et particulièrement par son patron Jean Lopez, dont le Barbarossa vous expliquera mieux que n'importe quel livre la guerre à l'Est et vous fera passer toute germanophilie, il n'y a jamais eu d'excellence militaire allemande. Et grâce à l'historiographie anglo-saxonne, ce mythe a été détruit. Tout comme le mythe de la Wehrmacht innocente, tout ça, tout ça. Donc vous voyez, ce mythe de l'excellence n'existe pas. Je vais vous donner un exemple simple. En termes de productivité horaire du travail, le peuple qui a le plus investi dans son matériel de production depuis son entrée dans l'euro n'est pas les Allemands, ce sont les Grecs. Alors vous imaginez quand on disait le peuple feignant, etc., c'est un des peuples qui a le plus investi dans son outil de production. Ils ne sont pas si nonchalants que ça, les vendeurs de feta. Donc, si vous voulez, ce grand modèle allemand, tout comme la codécision allemande, tout ça, c'est la devanture. Qu'est-ce que la réalité allemande? Ah oui, la dureté des Allemands au travail, les fameuses lois Hartz.
Les lois Hartz, aujourd'hui, même les économistes allemands le reconnaissent, en réalité, n'ont pas apporté de prospérité particulière à l'Allemagne. Elles vont créer un Rwanda gériatrique parce qu'elles ont créé les mini-jobs, c'est-à-dire des choses qui sont réputées être du travail, mais au sens de l'OIT. Je vous rappelle que si vous travaillez plus de 4 à 5 heures par semaine, vous avez un emploi au sens de l'Organisation internationale du travail. Essayez de vivre avec ça. Et en réalité, les mini-jobs, il n'y a pas de droit à la retraite. Donc, si vous voulez, dans un pays qui vieillit comme l'Allemagne vieillit, peut-être bien du plaisir. Donc, tout ceci, c'est une devanture faite pour les étrangers. Ceux qui restent, par contre, c'est la réalité. Qu'est-ce que la réalité? L'euro et l'interlandisation. Nous avons déjà vu l'interlandisation. L'euro, tout simplement, qui est une généralisation du modèle du Reichsmark à des pays dont l'identité économique n'est pas faite pour le supporter. Déjà, c'est un mandat anti-inflatoire. C'est l'utilisation à des fins anti-inflatoires de la Banque centrale, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand, qui avait déjà, euh, qui était déjà beaucoup trop présent dans le traité de Rome, avec entre autres un culte de la concurrence qui, si vous voulez, que l'Allemagne, qui est un des pays, comme le disait très bien le commissaire divisionnaire Guéraud, les plus corrompus d'Occident, en réalité, qui est que l'Allemagne elle-même ne respecte pas. Vous voulez, elle a dicté un modèle aux autres auquel elle échappe complètement. Complètement. En réalité, l'euro a permis de drainer les richesses faites dans l'Europe dite du Sud. France, Italie, Espagne. On parle d'à peu près un casse à 1000 milliards. Manque de bol, la plupart de cet argent est en réalité fait de promesses. Comme le dit très bien Charles Gave, ces promesses sont matérialisées par ce qu'on appelle les bilans target. Et comme le dit très bien Charles Gave, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Il n'y a que l'Allemagne qui pense que si le circuit d'échange de monnaie à un pour un, qu'est l'euro n'ayant jamais été une monnaie unique, venait à se dissoudre, il n'y a qu'Allemagne, et à la rigueur, à titre minoritaire, les Pays-Bas, qui pensent sérieusement que quelqu'un va leur donner et cet argent, va leur délivrer matériellement. La partie qui a été captée directement, que ce soit par des localisations, etc., particulièrement par les destructions d'emplois dans l'Europe du Sud au profit des laquais d'Europe de l'Est, bah, les études internationales tendent à démontrer, alors jusqu'à plus ample informé, que les Allemands sont de très mauvais investisseurs, contrairement aux Chinois, aux Japonais, aux Américains. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas placer leur épargne à l'étranger. Vieux défaut culturel. Ça, c'est la réalité du modèle allemand. Le modèle allemand, c'est-à-dire, le modèle allemand, c'est surtout que l'Europe ne bouge plus parce qu'elle est dans la position optimale pour être parasitée au sens biologique du terme par l'Allemagne. Ensuite, nous avons l'un des autres modes de l'Allemagne, de domination, ce que j'appellerais l'illuminisme allemand. Je m'explique. Si vous connaissez les écrits de Norman Korn sur les fanatiques de l'Apocalypse, une bonne partie sont venus de terres qui sont entre la mythologie, c'est-à-dire à peu près tous les dingos de sectes apocalyptiques du Xe siècle. Eh bien, en réalité, ce que j'appelle l'illuminisme allemand, c'est la poursuite des théories rationalistes du XIXe siècle. C'est-à-dire que l'Allemagne, utilisant les traits anthropologiques de sa population, qui sont l'efficacité et le confort, les deux pouvant être résumés dans le premier trait, qu'à peu près d'ailleurs, de grands esprits allemands ont pu identifier comme une menace pour le propre pays, je pense à Hegel particulièrement, qui est la lourdeur. Utilisant ces traits anthropologiques, l'Allemagne colle à des idéologies dans le but d'asseoir sa domination. Elle a
très vite fait taire en elle le courant des nationalités, qui était un courant francophile, ce qu'on a appelé à tort d'ailleurs le premier permanisme, et elle a collé à des idéologies. Elle a collé elle a collé, si vous voulez, à l'idéologie de la force pure, qui était celle du haut état-major allemand, qui prend le pas sur Guillaume II. Elle a collé à l'idéologie nazie, qui est à la fois une sorte d'égout collecteur de beaucoup de plaies modernistes, mais qui se trouve un substrat culturel qui les reçoit. Hein, vous savez, Fernand Braudel disait très bien qu'en échange culturel, on attrape ce qu'on veut attraper. Et aujourd'hui, au sortir de la guerre, comme Johan Chaput, lui en est presque à comprendre le fond de son sujet, mais son sujet le terrorise, ils vont coller à l'idéologie managériale. Et aujourd'hui, ils collent au mondialisme. Si vous ne me croyez pas, rappelez-vous cette cérémonie lugubre des derniers jours, mais sans rire, les clés du monde libre à Angela Merkel, pour éviter son successeur et ses problèmes. Et puis, si vous voulez, ça manquait pas de sel. Même chose avec l'arrivée massive des migrants. Si les chiffres allemands sont bons, nous parlons sur une durée 2014-2019 une arrivée de 4 700 000 personnes, dont beaucoup d'ailleurs sont déjà éligibles au regroupement familial. Vous vous rendez compte que les partis qui sont soutenus par la jeunesse allemande, je sais que je suis face à l'Action française, c'est-à-dire face à des gens quand même pleins de vigueur pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de parallèle outre-Rhin. Les partis pour lesquels votent les jeunes outre-Rhin sont immigrationnistes. L'AfD est un parti de vieux d'Europe de l'Est, d'Allemagne de l'Est. Vous n'avez pas affaire à des Allemands, vous avez affaire à des post-soviétiques, ce qui est différent. Et encore pire, Pegida, parce que bon, pour les avoir vus défiler, je peux vous assurer que un coronavirus, une canicule et un hiver rigoureux, et on en parlera. Donc, l'Allemagne va coller au mondialisme coûte que coûte. D'où sa raideur son hystérie sur des questions budgétaires qui n'ont absolument qu'un sens. Les discours fous sur l'endettement, sur les règles de convergence, tout ceci, en réalité, là, l'Allemagne joue un fait identitaire et non un fait politique. Le fameux patriotisme constitutionnel habermasien, qui n'est rien de plus que l'actuel visage du Pan-germain, et qui connaît le principe de gouvernance, c'est-à-dire de cette démocratie sans peuple, cette représentativité des ombres, des comités, des théodules, qui fait l'expertocratie bruxelloise, c'est que derrière tout ça, il y a la main germaine. Bien plus d'ailleurs, et là, ils n'ont fait qu'appliquer une idéologie mondialiste dont la plupart des théoriciens sont américains, mais qui dans leur propre pays ne l'ont pas poussé jusque-là. Je pense à Burnham particulièrement. Vous voyez pourquoi j'appelle ça l'illuminisme allemand? C'est-à-dire ce fait de coller de manière irrationnelle à une vague, si vous voulez, pour pouvoir essayer de le retourner en instrument de puissance, même pas de puissance, parce que la puissance vous fait vivre, mais en instrument de domination, même si cette domination vous est fatale. Étonnant, hein? Vous m'entendez toujours? Oui. Bien. Le sécessionnisme allemand. Le sécessionnisme allemand, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de motiver la trahison des élites compradors à son profit, vieille dynamique impériale, parce que n'oubliez jamais, derrière le visage germanique, il y a le vieil ennemi de la France qui est le visage impérial, qu'elle n'a pas été seule à avoir, mais qu'elle a repris de d'autres de nos ennemis déjà vaincus, je pense aux Habsbourg particulièrement. Élite comprador. Sécessionnisme ethno-linguistique. Et dernier point, qui est lié d'ailleurs au précédent,
sacralisation démente du droit de l'homisme. Je m'explique. Trois exemples. Quand vous voyez des gens aussi infects dans le patronat français que M. Justin de Romanet, qui dit à qui veut l'entendre que son entreprise est tellement bien tenue que quand il croise un Allemand, il dit qu'elle sera bientôt une entreprise allemande et que cette espèce de gros tas se fait mousser dans les réunions du MEDEF à dire ça, eh bien vous voyez ce qu'est une élite comprador au sens que Mao donnait à ce terme. C'est-à-dire des gens qui n'ont même pas si vous voulez, la verticalité anthropologique pour être réellement des traîtres, qui n'en méritent pas moins leur sort, mais qui sont, si vous voulez, vous avez l'impression d'être en face, comment dire, Adolfo Ramirez. Je pense que, alors pour les plus jeunes, je ne sais pas s'ils voient la référence, mais vous voyez, Adolfo Ramirez dans Papy fait des résistances. Et donc, l'Allemagne, par une espèce de flatterie, on s'imagine, qui d'ailleurs marche très bien dans l'extrême droite française. Que n'entendait-on pas du temps de Dominique Vénère sur Ernst Junger, sur Carl Schmitt, tout ça. Si vous voulez, sur ces germains d'honneur que malheureusement nous avons beaucoup trop eu dans le milieu national, qui d'ailleurs ont été l'une des causes du déclin du nationalisme français à partir des années 70. Premièrement, vous avez ce modèle de sécessionnisme-là. Que ne dit-on pas dans les circuits diplomatiques français quand on est dans les bons petits papiers de l'ambassadeur d'Allemagne dans le pays où on est? Sécessionnisme ethno-linguistique, utilisation de groupes minoritaires pour asseoir son pouvoir en détruisant les entités, ce qu'ils ont fait en Yougoslavie. N'oubliez jamais que la destruction de la Yougoslavie est une œuvre papale et une œuvre germanique, avant d'être une œuvre américaine. N'oubliez jamais que le djihad en Europe est revenu par l'Allemagne et non par l'Amérique. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un ouvrage de Jürgen Elsässer qui est Bosch, francophobe et tout ce que vous voulez, qui est aux éditions Xenia, d'ailleurs, du courageux Slobodan Despot, sur comment le djihad est arrivé en Europe. N'oubliez jamais que, par exemple, l'utilisation de l'islam radical est un fait anglais, mais aussi un fait allemand. Le premier appel au djihad moderne est fait contre la France et est fait à la demande de qui? Par des sunnites, à la demande de Guillaume II. Nous sommes à la fin de la Première Guerre. Il fallait détruire la Yougoslavie. Et le yougoslavisme, ça a existé. Mais en utilisant le racisme de petites différences, eh bien, on a fini par mettre tous ces peuples à genoux. Je vais vous raconter une anecdote personnelle, parce que nous sommes entre amis. Un jour, je dormais dans les locaux de mon patron, ce qui m'arrivait un peu trop, et je reçois un mail. Je suis à Paris, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, et un nom en croate. Et il me donne comme nom de code le nom d'un de mes amis qui le recommandait. Je lui dis, bon, je suis à mon bureau, passé sous les coups de 7h30, 8h du matin. Et je suis tombé sur le chef des souverainistes croates, vu qu'en Croatie, le sentiment pro-européen s'est effondré très rapidement après l'adhésion. Et il m'a raconté ce que vivait son pays pendant la crise des migrants. Il me dit, vous savez, on saurait aujourd'hui ce qu'on sait maintenant, on n'aurait pas écouté les Allemands d'aller nous battre contre les Serbes. Parce qu'aujourd'hui, nous, la Croatie, nous perdons nos fils qui vont travailler en Allemagne. Notre seule richesse, c'est nos îles. Mais dans nos îles, il y a 200 000 personnes. Si l'Allemagne veut les remplir de migrants, elle le fera. Et le pire, c'est, croyez-moi, parce que vous n'êtes pas au bout de l'arrivée des migrants à la demande de Tati Merkel. Vous n'êtes pas au bout. Et vous voyez, cet homme-là, qui est certainement un nationaliste croate, en réalité, il se rend compte bien trop tard, et c'est pas sa faute, pauvre homme. Je vous assurerai que peu de rencontres politiques m'ont touché de ce
ce que les rêves de racisme de la petite différence ont fait assez peu. Après, les Américains ont trouvé l'occasion de mettre un fossé de sang avec les Russes, mais les Américains et l'Allemagne ont été de concert là-dessus. Pourquoi? Parce que la haine du Slave dans un cas et la haine russe dans l'autre, ça fait un intérêt commun non négligeable. Dernier point, l'inculte des droits de l'homme. Et là, je vais parler à la branche la plus catholique parmi vous. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la manière dont le droit de l'homisme est devenu un fait catholique, ce qu'il n'a pas toujours été, je vais vous recommander la lecture d'un ouvrage qui m'a été recommandé par un ami. L'Action française est un de mes très bons amis, l'abbé Guillaume de Tanoirne. Je pense que vous voyez à peu près qui c'est. Il s'appelle Le Rhin se jette dans le Tibre. Et qu'est-ce que vous allez apprendre? Que Vatican II est avant tout une demande de l'Église allemande. Ce qu'on appelle la fameuse voie synodale allemande, c'est-à-dire que pour éviter un nouveau chiisme, on a préféré plier et protestantiser, ce qui est d'ailleurs l'une des grandes conséquences du concile, ou du moins de l'application du concile, l'Église catholique. Je vous le dis d'autant plus que je ne suis pas un de vos frères dans la foi. Mais à titre d'historien des idées, c'est assez évident. Vous avez, au stade de l'Union européenne, exactement la même domination par le droit de l'homisme juridique et délirant, à travers la CJUE et la CEDH, toutes les deux dominées par l'Allemagne. Une sorte d'acide dissolvant, alors qui a détruit la notion juridique romaine, mais que l'Allemagne entend. Et ça, si vous ne me croyez pas, lisez Luther ou lisez un petit ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, tellement je l'ai trouvé merveilleux, de M. Jean-Édouard Spanley, qui date de 1964, qui s'appelle La pensée allemande de Luther à Nietzsche. N'oubliez jamais que chez Luther, il y a la volonté d'effacer Rome, Paris et Athènes. Ne l'oubliez jamais. Et que justement, il y a tout un mouvement dès le XIXe siècle en Allemagne pour s'approprier le droit romain et pour le remplacer, pour s'approprier la pensée grecque et dire de toute façon, nous allons la remplacer. D'où ce culte, d'où cette destruction de l'intelligence antique dans les représentations allemandes qui vont culminer au Troisième Reich et qui d'ailleurs seront maintenues par les habituels laquais de l'Allemagne en France, certains historiens pour qui Homère se termine dans la forêt. Bon. Qui historiquement est quand même tout à fait douteux, vous me l'accorderez. Vous voyez, ça a détruit notre notion de droit. Parce que pour nous, fils de Rome, le droit, bien sûr, c'est fait pour la personne. Que nous avons d'abord eu le concept de personne et ensuite le concept d'un. Mais avant tout, le droit, c'est fait pour faire tenir les sociétés. Et pas pour les détruire. Pas pour faire une espèce de reféodalisation juridique avec uniquement des privata lex, avec uniquement des privilèges, mis à part que avant il y avait des privilèges d'ordre, maintenant il y a les privilèges dignité à la Conchita. Vous me définirez l'ensemble des dignités, à chacune il y aura des droits. D'où, par exemple, la participation de ce qui est certainement le féminisme le plus dégénéré d'Europe, qui est avec le féminisme scandinave et le féminisme allemand, qui va bien plus loin que le féminisme californien, c'est pour vous dire dans la haine des mecs, et qui demande des droits par identité de genre. Il y en a, je crois, 50 et quelques aujourd'hui, LGBT, machin, etc. Tous les champions de Scrabble habituels. Et ça, quand vous êtes en Union européenne, je vais vous donner un chiffre, quand vous arrivez au Parlement européen, l'interamical parlementaire le plus puissant, vu qu'il représente 500 députés sur 700, c'est l'interamical LGBT, entièrement dominé par l'Allemagne. Et dont la passionnariat, si j'ose le terme, était Ulrike Lunacek, qui s'était légèrement ridiculisé en ayant fait une gay pride en Géorgie, qui était terminée en émeute, et où, disons, ses camarades, dont d'ailleurs 2 tiers venaient d'Allemagne, et 1 tiers de Géorgiens ont dû être protégés par l'armée géorgienne avant que ça tourne au feu de jour.
Voilà ce que j'appelle le sécessionnisme germain. Nous sommes au 4e. Et le dernier, c'est le peuple lemming. Là aussi, je vais vous donner une expérience personnelle pour que vous voyez où. Un jour, nous étions face à des conseillers d'Angela Merkel et discutant avec mon patron allemand, que mon patron est alsacien, et qui lui dit en substance, vous savez, nous, on n'a pas d'enfants, on régnera sur l'Europe pendant 10 ans et après, ce qui compte, c'est que vous relevez. Jean-Luc Schaffhauser, qui est un homme dont je vous recommande l'ouvrage, L'Europe de Bruxelles contre l'Europe de Strasbourg, était un européiste, jusqu'à ce qu'il fasse connaissance avec votre serviteur. Et il a quand même écrit un bouquin sur le Frexit, à la fin, parce qu'il était démocrate chrétien, proche de Jean-Paul II, blablabla. Et quand ils vous le disent, parce qu'à la fin, ils finissent toujours par vous le dire. En réalité, on pense l'Allemagne est finie parce que son peuple est fini, sont dégénérés, etc. Ils vont utiliser ça comme une sorte, si vous voulez, à la fois de chantage permanent qu'ils font aux autres peuples d'Europe. Arrêtez-moi, je fais un malheur, donc tu vas me donner ton siège au Conseil de sécurité, tu vas me donner ta bombe atomique, etc. Sinon je fais sauter la construction européenne. Mais surtout, ils vont utiliser le fait de ne pas avoir d'avenir comme une menace permanente contre nous. Et contre tous les autres. Et contre tous les autres. N'oubliez jamais ce qu'ils ont fait à la Grèce martyre et regardez l'état lamentable du camp national français face à la question grecque. Là, on les entend, là, avec leur grande gueule, parce que ce sont des Turcs qui menacent les Grecs. Mais quand les hôpitaux d'Athènes ne pouvaient pas soigner les petits-enfants, et que des petits-enfants sont morts en Grèce par l'austérité allemande, où étaient les SOS enfants d'Athènes? Et pourtant, que n'a-t-on pas entendu sur la Grèce notre mère, n'est-ce pas? Cette violence, ils vont l'utiliser partout. Si vous voulez, c'est cette violence du suicidé permanent, cette violence du déjà mort. Parce que nous ne sommes pas morts. Mais eux, ils le sont, et deux, je vais vous donner un exemple très simple. Ça peut se quantifier. La volonté de vie, c'est très simple. Vous avez 2 indicateurs. Premièrement, la démographie stricte, c'est-à-dire l'enfant né, et deuxièmement, le désir d'enfant, qui se fait par des mécaniques sondagiers. Tout le monde sait qu'avec une vraie politique familiale, vous pouvez relancer la natalité en France, natalité autochtone comprise. Natalité autochtone comprise, parce que de dire que les maternités en France ne sont pleines que de ressortissants du tiers-monde, c'est quand même, premièrement, pardonnez-moi, légèrement exagéré. Et surtout, c'est un but que je trouve suicidaire, qui est de persuader notre peuple de détruire l'État social pour éviter que les immigrés le parasitent, ce qui vous permet de ne pas faire de préférence nationale et donc de rester dans l'Union européenne. Ça, c'est peut-être assez lâche pour l'actuel Rassemblement national, mais pardonnez-moi de ne pas contresigner. Ce qu'il faut bien avoir, c'est qu'Angela Merkel, parce qu'elle a pillé toute l'Europe, a pu garantir aux Allemands certainement la politique la plus nataliste depuis le Troisième Reich. Moralité, quasiment pas un gamin de plus. Même les Turcs n'en ont pas fait, pour vous dire l'étendue du problème. Ils ne veulent plus vivre, mais ils vont l'utiliser comme une force contre nous. Voilà pour moi les 5 métadonnées du problème allemand face à nous. Deuxième partie, que devons-nous faire, nous, nationalistes? Premièrement, bien les connaître. Nous devons lire ce qu'ils font, connaître leur langue. Moi, je suis entouré de germanistes et mon équipe est structurée pour suivre ce qui se passe en Allemagne en permanence. Et ne jamais oublier que parce que l'Allemagne repose sur la lourdeur, généralement, elle utilise toujours elle a un fait assez psychopathique, c'est-à-dire qu'elle vous annonce ses modes de violence à l'avance. N'oubliez jamais que tout ce qu'on appelle à tort la Blitzkrieg est déjà dans les plans de 1906 de l'état-major allemand. N'oubliez jamais que, par exemple, une partie du droit de l'homisme délirant de l'Allemagne, c'est la fin de l'école de Francfort, c'est Habermas. Voilà, Habermas, si ça se trouve, le coronavirus va nous en débarrasser. Parce qu'il a l'âge pour partir. Donc,
Si vous voulez, ils ont toujours un temps de retard là-dessus. Et ils vous l'annoncent toujours. C'est pour ça que vous devez les connaître. Et vous devez les connaître par les cultures écrites. Ne les croyez jamais à l'oral parce qu'ils reposent toujours entre eux sur le fait que, comme peu de gens aujourd'hui s'intéressent à leur langue, ils pratiquent ce que j'appellerais une sorte de taquilla germanique. C'est pour ça que parfois, que souvent, au Parlement européen, c'est assez translucide, ils se parlent en anglais et quand vraiment ils ont un problème, ils se parlent en allemand. Croyant que personne ne va comprendre. Or, l'arrivée massive de peuples d'Europe de l'Est fait que le stratagème est un tout petit peu émoussé. Donc voilà où nous en sommes. Il ne faut d'abord connaître l'ennemi. Deuxièmement, connaître l'ennemi avec les yeux de ceux qui n'ont pas de complexe vis-à-vis d'eux et nous sortir de ça. Si il y a un grand peuple en Europe, c'est nous. Et les roast-beef. Ok. Tout le reste est en train de sortir de l'histoire, même si on les aime. Moi, j'aime beaucoup les Espagnols, j'aime beaucoup les Italiens. Je remarque qu'aujourd'hui, l'Espagne a déterré les morts. C'est pas un signe de grande santé. Quant à l'Italie, elle se fait spier, j'espère qu'à un moment, ils vont se cabrer. Mais parce que nous avons malheureusement une intelligentsia française bourgeoise, et comme le bourgeois français n'a pas d'identité, il est à quatre pattes devant les casques à pointe aujourd'hui, tout comme il adorait les lumières anglaises auxquelles il ne comprenait strictement rien. Vous voyez la réception à travers l'esprit des lois de Montesquieu du modèle anglais. Ils ne comprennent rien. Le bourgeois français adore des modèles de loin, et rappelez-vous de cette phrase extraordinaire dans un taxi pour Tobruk, pour bien que vous compreniez ce qu'est la bourgeoisie française, mon père, il a le loyalisme dans le sang. Si les Chinois prenaient le pouvoir, ils se feraient mandarins. Si les Africains débarquaient, ils se mettraient un os dans le nez. Si les Grecs, parlons d'autre chose. Je vous conseille ce film, évidemment, dialogue d'auteur. Eh bien, aujourd'hui, ils sont à quatre pattes devant les casques à pointe parce qu'ils ne les connaissent pas. Le modèle allemand est truffé au mythe. Et sa seule force est de ne jamais avouer sa vérité, qui est l'euro. C'est pour ça d'ailleurs que toute personne qui menacera réellement l'euro mettra un flingue sur la tête de l'Allemagne. Ils ne quitteront pas la zone euro, ils en ont trop besoin. Déjà que leur modèle bouffé au mythe est en train de s'effondrer sous nos yeux, si vous leur prenez l'euro, vous les tuez. Donc, sortons du complexe. Troisièmement, et ça, c'est la tâche des gaullistes, c'est aussi la tâche des maurassiens. Car n'oubliez jamais que vous, maurassiens, sur le volet germanique comme sur d'autres, vous avez les mains propres. Vous avez un très bon ouvrage d'ailleurs qui s'appelle Sur la France seule, qui est sorti aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, sur la réalité du rapport de Maurras à l'Allemagne, de Michel Grunwald, je crois. Et je crois que vous l'avez reçu à la F de toute façon en conférence. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est un bon rappel. N'oubliez jamais que parce que vous n'êtes pas la droite française, et que la droite française déteste l'esprit maurassien, que la droite française, elle lit les pages Chaumont du Figaro, que si la droite française n'a pas loupé tout le film idéologique et intellectuel de la France depuis les encyclopédistes, c'est grâce à vous. Je m'explique. Alors qu'elle aurait pu y trouver des armes, la droite française a raté tous les courants intellectuels sauf un, le positivisme, grâce à vous. N'oubliez jamais que Maurras, comme Hippolyte Taine, sont des élèves d'Auguste. Et qu'il y a toujours cette spécificité imaginative, idéologique, mais au sens positif du terme, c'est de façonner une raison du monde à la F. Et là, vous devez passer au travail de conception, parce qu'il va falloir faire ce qu'on mon ami le géopolitologue Clément Nguyen appelle le grand désarrimage. C'est-à-dire qu'il va falloir désarrimer la France dans son imaginaire et dans sa stratégie d'un continent européen que nous ne sauverons pas. Déjà, nous allons avoir du mal à sauver le pays, vous le savez. Mais vous êtes là et on pourra le faire. Il y aura beaucoup moins de monde à la fin du film.
certainement et malheureusement. Mais l'Europe, pour le reste, elle est foutue. Si vous ne me croyez pas, voyez les courbes démographiques de ce pays. Ils veulent plus vivre, ils veulent plus vivre. Et vous ne ferez pas faire aux Lettons, aux Hongrois, aux Allemands, ou même à des pays qu'on aime. La maman italienne disparaît parce que la femme italienne, même votant Salvini, ne veut pas avoir d'enfants. Alors, c'est d'ailleurs, pour avoir eu l'honneur de travailler avec les hommes de l'Alga, un vrai problème pour eux. Donc, il va falloir penser la France dans l'après-Europe parce que l'Allemagne arrivera certainement à faire couler une large part du continent avec. Le germano-réalisme monte partout. En Hollande, en Italie, vous n'imaginez pas. Et nous avons notre allié britannique, car je suis désolé, dans cette période historique, l'Angleterre est notre allié, quoi qu'on pense. Pas de bonapartisme sans rebours. Il ne faut pas se tromper de siècle. Mais toute une partie de la Mitteleuropa, l'Autriche, etc., tous ces pays-là. Je vous donne un exemple. Vous vous rendez compte ce que c'est pour tous ces pays, la peur du Turc? Eh bien, parce que l'Allemand soutient Erdogan, et le soutient toujours, tous ces pays-là ferment leur gueule, le doigt sur la couture du pantalon. Pourtant, vous vous rendez compte ce que c'est pour eux, historiquement, la peur du Turc? Croyez-moi, Erdogan, qui est un homme que je respecte, issu d'un peuple que je respecte infiniment, est néanmoins un homme dangereux, indiscutablement. Eh bien, parce que l'Allemagne le dit, tout passe. Tout comme tout passe pour les laquais de l'Allemagne. Hein. J'aurais cru que la droite française serait beaucoup moins germanophile après 5 millions d'Afghans de Syrie, parce que c'est ça le problème. Hein, l'Érythréen de Syrie. Même pas. Que dalle. Il va falloir inventer un futur pour notre peuple dans une voie singulière, pour la pérennité de ce que nous sommes. Ce sera terrible, mais à un moment, vous savez, l'européisme tue. Et l'idée d'Europe a beaucoup tué de Français. Ce n'est pas notre monde. À un moment, il faut savoir comment un pays renaît. Si vous voulez, nous sommes beaucoup trop, là encore, nous sommes beaucoup trop fascinés par les théories germaniques sur le Spengler, le déclin de l'Occident, tout ça, tout ça. Ce qui compte, c'est Renaissance. Ce qui compte, c'est de revenir à la vie. Vous savez, de Bergson à De Gaulle, l'un des grands concepts de la pensée française, c'est la vie. Et nous devons apporter la vie. Pour cela, il faut revenir à ce que nous sommes. Qu'est-ce que la France? Eh bien, la France, oui, c'est un pays européen, mais bon, vous voulez qu'on y fasse, on va pas les sauver malgré eux. Hein. Mais c'est aussi un pays méditerranéen, c'est un pays francophone, c'est un pays atlantique, c'est un pays pacifique, c'est un pays océanique. C'est beaucoup de choses, la France. Vous savez, ces questions de base, ce sont les questions que Vladimir Poutine s'est posées pour la Russie, que Erdogan, parce qu'il a eu une œuvre de renaissance de la Turquie. Il ne faut pas, ce n'est pas parce que c'est notre adversaire que nous devons le mésestimer. Erdogan a fait la même chose, et même, je vous dirais, que les dirigeants allemands l'ont toujours fait. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas exister sans vouloir priver du droit d'existence ce qui est en face d'eux. Ça prouve avant tout que ça n'a jamais été une nation, que c'est une nation malade. Voilà. D'où le fait d'ailleurs que que dans les grandes phases de paix que l'Europe a connues, eh bien c'est quand l'Allemagne a été politiquement effacée. Ce n'est pas ne pas les aimer que de juste le constater, c'est prouver qu'on n'a pas de problème oculaire. Voilà mes camarades, ce que j'avais à vous dire, parce que nous ne pouvons pas nier aujourd'hui que nous avons un ennemi, que cet ennemi se bat contre nous, qu'il utilise une partie de gens qu'on ose appeler l'élite française contre nous, et que si, dans le camp national, l'action française, qui a toujours été l'aiguillon, ne se prend pas ça à bras-le-corps et laisse, disons, les recalés de Berlin, qui ont déjà d'ailleurs surclassé l'AF à partir des années 70 jusqu'à une époque relativement récente, eh bien le camp national sera
plus que jamais une anti-France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougeron, pour cette conférence extrêmement intéressante. Merci également pour les éloges que vous avez fait à l'encontre de l'Action française. À ce titre, nous vous faisons un peu de pub parce que vous le méritez. Dans le canal partenaire, nous avons mis le lien du Cercle Aristote, du site internet et de la page YouTube. Nous invitons tout le monde à fréquenter le site et la page YouTube parce que des conférences et des articles très intéressants s'y trouvent. À présent, donc, Pierre-Yves Rougeron, nous allons passer aux questions. Il y en a eu énormément. La première question. Donc, nous savons que l'immigration extra-européenne, je pense que nous sommes d'accord, n'est pas souhaitable pour les pays européens. Cependant, vous défendez une ligne anti-germanique. Est-ce que, de ce fait, il faut se réjouir de l'invasion migratoire en Allemagne? De toute façon, qu'on s'en réjouisse ou pas, vous inquiétez pas, invasion, il y aura. Après, moi, je le dis sincèrement, mon peuple n'a jamais été consulté sur l'ouverture des vannes migratoires. Le peuple allemand, et particulièrement la jeunesse allemande, vous voyez la structure du vote de la CDU, soutient Merkel sur cette question. Voilà. Je sais que ça vous paraît contre-intuitif, mais voilà, nous sommes deux jeunesses face à face ou dos à dos, comme vous voulez, mais nous n'avons rien à nous dire politique. Parce que, justement, par cet illuminisme germanique, et d'ailleurs, la jeunesse allemande a l'obligeance, quand vous vous intéressez à elle, de vous le dire, pourquoi elle aime bien les migrants? Parce que ça lui permet, parce que quand on demande pourquoi vous aimez tellement votre chancelière, bon, elle a fait les migrants et aussi elle a fait la Grèce. En réalité, ça permet de pouvoir se prémunir contre l'accusation de racisme et de pouvoir faire de la haine des peuples du Sud. Et si vous ne me croyez pas, regardez les couvertures du Spiegel sur l'Italie. Vous feriez ça sur un pays non blanc, j'ose le terme, vous passeriez en 17e chambre correctionnelle en France. Donc, si vous voulez, malheureusement, voilà, là encore, ils utilisent ça. Moi, à titre personnel, qu'il arrive, je vous le dis sincèrement, moi, beaucoup de gens pensent que je suis germanophobe. En réalité, je suis agermanique. Ces peuples ne me fascinent absolument pas. Moi, je suis profondément un latin. Je suis profondément un fils d'Athènes et je suis un océanique. Moi, si vous voulez, la Mitteleuropa, tout ça, c'est pas mon monde. Il ne me fascine pas. Il nous foutrait la paix, je dirais, chacun chez soi, Dieu pour tous. Ensuite, s'il leur arrive ce qu'il doit leur arriver, je pleurerai pas dessus. Ça, c'est trop m'en demander. Donc, effectivement, politiquement, vous présentez la jeunesse allemande comme des ennemis, ou en tout cas... Majoritairement, du moins, ce sont des tendances, hein, nous sommes d'accord. Hein, c'est des lois tendancielles, c'est pas... voilà, une large partie de la jeunesse allemande soutient des partis immigrationnistes, Grünen, SPD, CDU. Bon. Et pour bien connaître l'AfD est un parti de vieux. Or, les partis populistes en France, qu'à l'inverse, sont des partis de jeunes. Que ce soit à titre premier Merluchon, à titre secondaire Merluchon, mais surtout toute la poussée populiste qui malheureusement ne trouve pour l'instant que d'échappatoires majoritaires que dans le Front National. Donc, selon vous, la guerre civilisationnelle qui pointe le bout de son nez, nous ne trouverons pas d'alliés chez les Allemands. Si vous voulez déjà une guerre civilisationnelle, bon, vous avez un problème démographique de compensation des anciens pays sud vers une partie des pays nord. Mais une guerre civilisationnelle, pourquoi pas, si vous voulez. Quand vous allez à Montreuil, l'Africain chrétien, oui, s'assimile un petit peu plus, mais il peut poser autant de problèmes que l'Africain musulman. Alors bon, admettons, puisque je sais qu'il y avait eu un vieux théoricien de l'AF qui avait écrit sur à l'ouverture de la mosquée Notre-Dame de Paris là-dessus, à l'ouverture de la mosquée de Paris là-dessus. Admettons que ce soit, parce que si vous parlez de guerre civilisationnelle, c'est quoi? C'est Orient-Occident, c'est
C'est islam, chrétienté ou post-chrétienté, c'est ça. On est d'accord. Oui, oui, effectivement, c'est ça. C'est plutôt Voilà, on est chrétienté. d'accord. Post-chrétienté, musulman. Admettons l'hypothèse. Titre personnel, je la trouve un peu nébuleuse, mais admettons. Je vous rappelle qu'historiquement, le pays qui a le plus encouragé en Europe continentale le djihad et l'islam radical, c'est l'Allemagne. Toujours aujourd'hui. Hein, on peut dire ce qu'on veut des Anglais, mais les mosquées de Londonderry Park ont été fermées depuis longtemps. Leurs théoriciens expulsés et leurs hommes arrêtés. Ou liquidés. On peut dire ce qu'on veut. Mais malheureusement, d'ailleurs, je donne un nouveau livre à lire à nos amis de la F qui s'appelle Une mosquée à Munich. Vous allez voir l'étendue du problème. Merci Je beaucoup. pense que vous ne trouverez aucun allié en Allemagne sur ces questions, ou très peu. D'accord, merci. Une autre question, donc, qui a eu beaucoup de succès. Adrien, donc, qui nous dit que l'Union européenne repose sur le couple franco-allemand et donc qu'elle va s'effondrer, qu'il ne s'agit qu'une d'une question de temps. Et lorsqu'il faudra reconstruire notre diplomatie, qui est-ce qu'il faut privilégier, bien sûr, au-delà de l'idée de la France seule, dont vous avez parlé d'ailleurs. Alors, Et à ce titre, qu'est-ce qu'il faut déjà, penser de premièrement, je l'éclatement? suis désolé, mon camarade, mais le couple franco-allemand, d'ailleurs, le mot n'existe pas en allemand, ça n'existe pas. C'est un fantasme incapacitant que les Français ont créé pour eux-mêmes. Donc, si vous voulez, c'est Berlin qui tient, et malheureusement, on ne sort d'une emprise politique par un acte volontaire. Dire, ils vont s'effondrer, oui, mais non. Si vous voulez, à un moment, un nœud gordien, ça se coupe ou ça se coupe pas. Faut, si vous voulez, malheureusement, il n'y a pas de. Il faut éviter le spontanéisme historique. Point 1. Point 2. Quand nous devrons revenir au monde, premièrement, je pense qu'il faudra que la France ait une grande politique de, comment dire, que la France ait une grande politique comment dire, que la France ait une grande politique, je vais vous le dire, de comment je vais vous dire ça, de tempérance diplomatique. C'est-à-dire que nous allons déjà présenter une partie de nos excuses au monde pour ce que les oligarques pro-européens ont fait en 40 ans à notre diplomatie. Je vous conseille d'aller sur le site de l'Institut Charles de Gaulle et de regarder l'ours de la revue Espoir. Vous voyez que la France, pendant la gaullienne, avait une politique propre pour la totalité des États présents. Il y avait déjà, après l'époque de la décolonisation, près de 180 États. Hein. C'est-à-dire on prenait chaque peuple comme une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça, il va falloir le recréer. Mais d'abord, il va falloir un tout petit peu moins ramener, liquider tout notre socle diplomatique, y compris les diplomates qui le portent, sur les droits d'homme et les droits des minorités, toutes ces conneries. De toute façon, je vais vous le dire franchement, quand on utilise le droit des minorités, il faut être capable d'aller les défendre militairement. Sinon, vous leur mettez une cible sur le ventre. Parce que quand vous vous occupez d'eux et que vous allez pas les sauver, vous en faites des traîtres aux yeux des leurs. Et si vous n'allez pas les sauver, vous êtes des salopards. Donc je préfère à la rigueur qu'on refasse la bonne vieille diplomatie monarcho-gaulienne. On reconnaît des États et pas de gouvernement, déjà. Donc si vous voulez, revoir le cadre, avoir une politique de tempérance et ensuite lancer, disons, de grandes amitiés. Premièrement, rebâtir, quoi qu'on en pense, le lien transatlantique. Ça va beaucoup faire hurler, mais les Américains, il faut les regarder dans les yeux, pour une raison. L'Amérique est en train d'évoluer. Trump n'est pas pour rien. On ne peut pas, si l'Amérique tombe, il ne faut leur laisser aucun moyen de nous attaquer. Alstom, machin, etc. Mes hommes ont fait le travail avant tout le monde. Donc c'est pas moi qu'on va caser en agent de l'OTAN. Mais si l'Amérique tombe, elle nous tombera sur les pompes. Donc déjà, avoir une relation virile avec les Américains. 2. Voir nos amitiés eurasiennes. Chine, Corée, Russie. À titre personnel, je serais totalement partisan que la France demande un rôle d'observateur à l'Organisation de la coopération de Shanghai.
investir sur mer. Vous avez 2 ouvrages majeurs qui sortent à l'instant T. Vous avez l'ouvrage de Richard Labévière qui est déjà disponible, et vous allez avoir l'ouvrage d'Yann Giron qui va sortir après le confinement. Ça, ce sont des gens que vous devez lire, potasser tous, et suivre mon ami, notre camarade Idriss Aberkan. Donc, reconstruire par la mer. Et pendant ce temps-là, affirmer ce qu'est géopolitiquement la nation France, c'est-à-dire de travailler le précaré par une espèce de grande civilisation, disons, de transition écologique et stratégique basée sur la notion de territoire et de précaré. Retrouver la pérennité de la France. Nous pouvons faire, à partir de l'écologie qui n'est pas uniquement un truc de gauchiste, un pays autosuffisant où son peuple vit confortablement, mais prêt à défendre pour ce confort de vie. Bon. Une fois, si vous voulez, ces grandes réorientations faites, je pense que nous devons gérer nos relations internationales à l'économie. Si vous voulez, il faut mieux prouver à l'intérieur la viabilité de notre nationalisme et le répandre par l'exemple, plutôt que d'essayer de le répandre de manière girondine par des actions vous savez, objectivement, le monde va vers une période où tout le monde va essayer de retrouver sa place. Et chaque nation va devoir se donner elle-même au monde. Et avant tout, se faire un travail sur elle-même, comme dit Michelet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est par cet exemple-là et par, disons, le faire de nos armes pour le défendre que nous pourrons rebâtir un outil diplomatique. La grande latinité aussi, j'oubliais, la grande latinité, un de nos autres grands chantiers. Et l'organisation politique de la francophonie, parce que c'est soit ça, soit le principal objectif de la France au XXIe siècle, qui est de ne pas se prendre l'excédent démographique subsaharien, sera un échec. Et nos amis, d'où le fait d'utiliser également politiquement la Méditerranée, et nos amis algériens qui, pour l'instant, eux, gardent notre frontière, ce que ne font pas les Lituaniens, etc., que nous allons défendre, et on se demande bien pourquoi, ne pourront pas résister à la vague démographique du continent noir. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, donc on change un petit peu de sujet. Nous dirigeons vers Macron. Qu'est-ce qui, selon vous, pourra empêcher donc l'eurolâtre Emmanuel Macron de briguer un deuxième mandat? Que quelqu'un me débranche Marine Le Pen. Vous voulez une réponse, vous l'avez. Parce que c'est très simple. Ah, mais on va être très simple. Ce n'est pas. Elle avait des équipes. Moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec Florian Philippot. Je prends n'importe qui sur l'honneur de ce type. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas supporté d'entendre. Et à titre personnel, je vous le dis sincèrement, moi je n'ai jamais voté pour un Le Pen. Jamais. Donc, c'est qu'à net. Mais si les équipes qui l'avaient donné, où il y avait des gens comme Philippe Murer quand même, il y a des gens comme Schaffhauser, n'ont pu faire d'elle que ce qu'elle est là, que ce qu'elle a été, bon, jusqu'au débat. Aujourd'hui, ce n'est pas l'équipe de pieds nickelés qui l'entourent qui arriveront à l'empêcher d'aller vers ses penchants, qui sont ceux, je ne vais pas vous faire du lesquin, mais j'en pense pas loin. Voilà. Et à la rigueur, elle ne serait qu'une femme de gauche, ça ne me dérangerait pas. Moi, ce qui me dérange, c'est l'incompétence. Voilà. Je vous dois la vérité, je vous l'ai donnée. Merci beaucoup, ça a le mérite d'être très clair. Donc nous passons à une autre question de Stan, qui nous dit que le modèle allemand est particulièrement fantasmé par les élites françaises. Ouais. Et donc pourquoi est-ce que j'ai essayé de vous dire. Voilà, et donc pourquoi est-ce que vous les traitez de suceurs de casque à pointe? Tout simplement parce que, si vous voulez, dès que... je vais vous donner un exemple. Que ce soit l'université, quoi que ce soit,
Si vous voulez, dès qu'il y a un truc qui vient d'outre-Rhin, alors là, tout de suite, ils sont comme une gamine de 15 ans, un concert de Pat Bruel. Donc, c'est effrayant. C'est effrayant. Et alors, dans une partie du camp national, encore plus. Hein, là, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur un swinger, sur sa avec des guerres, etc., etc. Bon, à titre personnel, je suis si vous voulez, et le pire, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Vous avez un très bon bouquin qui date des années 20 qui s'appelle Les écrivains français, enfin, les écrivains français, le mirage allemand. Ah bon, si vous voulez, à un moment, et il faut sortir de ce que Michel Maffesoli appelle, ce qui est l'une des tares de ce que Michel Maffesoli appelle notre bourgeoisisme, c'est-à-dire le fait que le bourgeois français n'ait historiquement pas ou peu d'identité fait que il chope il chope disons il chope des identités de remplacement comme si vous voulez comme comme s'il avait chopé la vérole. Voilà, moi mon vrai problème, ça, c'est la perméabilité des élites françaises à être autre chose que français. Si vous voulez, là, je trouve ça particulièrement gênant parce que c'est vis-à-vis de notre ennemi héréditaire, mais quand ils sont dans leur anglomanie, moi je suis très anglomane à titre culturel. Hein. J'aime Churchill, Chesterton, Nigel Farage, Boris Johnson et le Gin. Bon. Et Carlyle. Bon. Et Shakespeare. Donc, mais je vous l'impose pas. Enfin, si vous voulez, et ça ne me conditionne pas politiquement. Or, si vous voulez, quand je vois la bourgeoisie française à quatre pattes devant les Américains, je sais que demain ils se feront brider les yeux si c'est nécessaire. Je sais que demain ils feront on leur fera croire n'importe quel calembredaine du moment qu'on leur donne un satisfecit étranger en leur disant c'est bien, tu es pas un gilet jaune, tu es un peu comme nous. Tu vois, c'est ça que je ne supporte pas. C'est que le bourgeois français, je vais vous donner un exemple avec monsieur Raphaël Guzman, le digne fils de son paternel. Quand il disait oui, les gilets jaunes, je comprends pas trop parce que moi, c'est vrai que je suis plus chez moi, dans les grands hôtels, dans les aéroports, que dans la Creuse. Je sais, ouais, hey, tu vois, si vous voulez, là, je ne fais pas mon Fouquier-Tinville, mais rien qu'une phrase comme ça. Pensez à ce que vous aimeriez lui faire dans une rue mal éclairée. Vous voyez, c'est ça que je supporte pas. C'est encore plus que leur germanolatrie, c'est le fait de vouloir être tout sauf français. Et ça va être un vrai problème qu'il va falloir régler. Et je vous demande, parce que vous avez l'âge pour y réfléchir, d'y réfléchir. Et ça vaut pour la germanolatrie, ça vaut pour l'américanisme, ça vaut, voilà, si vous voulez, je vais vous donner, pour vous lire une dernière phrase, que l'émir du Qatar avait confié à Pierre Péan. Il a dit, les Français, c'est les moins chers. Sauf Sarkozy, parce que j'ai payé son divorce. Pierre Péan n'a jamais été avec cette phrase. Vous vous rendez compte ce que c'est pour la France, devant un mec qui était chef d'État, se faire lustrer par... c'est certainement un très sympathique pays, le Qatar. Mais bon, nous, on descend de Saint-Louis, lui, il descend des Chèvres. Il est bien gentil. Mais je les aime bien, mais il y a quand même des limites. Vous voyez, c'est ça que je supporte pas. C'est cette volonté d'abaissement perpétuel. Ça, je ne le supporte plus. Et la germanolatrie en est un visage comme un autre, certainement le visage le plus dangereux, certainement le visage le plus dégueu, mais un visage comme un autre. D'accord, très bien. Et donc, dans la continuité un petit peu de ce que vous venez de dire, dans l'abaissement de la France, quel bout du tunnel est-ce que vous voyez à la dégénérescence de la France? Est-ce que vous pensez qu'une reprise en main démocratique est possible, donc par les urnes, ou vous pensez plutôt à une éventualité de restauration monarchique? Si vous voulez, moi je suis très barrétien là-dessus. Je pense quand même que les racines du fait royal se sont en partie autocoupées et ont été coupées par ailleurs. Par contre, ce que je crois, c'est que nous pouvons sauver le principe monarchique. C'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux de la... Parce que nous pouvons radicaliser par l'autorité en haut et le pouvoir populaire en bas,
nous pouvons radicaliser la doctrine déjà assez monarcho-complète de la Ve République. Parce que si vous voulez, surtout si vous voulez, n'oubliez jamais que chez les théoriciens monarchistes, on ne revient pas au roi comme ça. Il y a la dictature d'abord, comme dit Don Ortès. Les Français ne l'accepteront pas. Et si vous voulez, par contre, de recréer une forme capétienne. À titre personnel, je pense que il faut aider le peuple à se refaçonner, à le sortir de la peur, de la détestation de soi. Ça, c'est le travail d'une génération. Mais, objectivement, je pense que le système, disons, de démocratique organisé, de différentes manières institutionnelles, il y a les RIC, il y a les tirages au sort, il y a beaucoup de choses, peut survivre. Moi, je pense que la France est sauvable. La France et la démocratie totale, je vous dirais que non. Parce que la dose d'autorité dont nous avons besoin va au-delà d'une démocratie molle. Mais sur le moyen terme ou long terme, il n'est pas interdit d'y penser. Par contre, la France, la démocratie plus les droits de l'homme, là je rends mon oublié. Je le dis tout de suite. Parce que là, c'est plus possible, c'est une quadrature de cercle. D'accord, très bien. Bon, de notre côté, de toute manière, nous gardons espoir, mais merci pour ces précisions. Et donc, dernière question, parce que malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Est-ce que nous aurons l'honneur de vous accueillir au CMRDS 2020? Bon, si on m'invite, moi, si on m'invite, si les camarades m'invitent, je viens. Hein. Moi, j'ai le si faut que je vois, si on m'invite, je viens. Hein. Moi, j'ai pas de souci. La seule chose, c'est il faut que je fasse un peu le le le. Il faut que je, il faut juste qu'on envoie les modalités et moi, avec plaisir. Très bien, eh bien, merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron. C'était un honneur Moi. d'accueillir un camarade ce soir avec nous. Euh, J'en profite donc, bien sûr, pour vous remercier, pour remercier également le Cercle Aristote. Je rappelle que nous avons mis les liens dans le canal partenaire. Euh, Merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron, c'était un plaisir de vous entendre ce soir. C'est Et, moi. donc pour tous les autres, j'en profite pour vous dire qu'il y a une formation demain à 15h30 au graphisme, donc dans le canal dédié. Il y aura une foire aux questions menée par Enzo Sandré, donc, qui est le responsable national de la jeunesse, à 18h30 normalement. Et ce soir, un chapelet se tiendra aux alentours de 21h30, 22h. Merci beaucoup à tous. Vos questions ont été nombreuses. Je n'ai malheureusement pas pu toutes les poser, parce que sinon, on aurait été là jusqu'à 22h. Et encore une fois, merci à notre camarade Pierre-Yves Rougeron d'avoir été Merci là. à vous.